Bonsoir Edouard, je reçois Edouard, on se retrouve dans l'excellent restaurant kurde Derya, rue du Faubourg Saint-Denis, donc on est désolé pour le bruit que vous allez entendre, vous allez encore nous engueuler pour le manque de l'absence de qualité du son, on fait avec. C'est un peu respectueux, l'absence de Mais pas tes doigts sur le micro. L'absence de qualité du son, je me sens visé. Voilà, exactement, c'est du son sans qualité. Et donc on va aujourd'hui quand même dire quelques mots de l'Ukraine et des deux événements majeurs, c'est-à-dire l'inculpation, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, l'émission d'un mandat d'arrêt international de Vladimirovitch Poutine, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, et sa rencontre avec Xi Jinping, qui est une série de mamours et d'affirmations élogieuses. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette poursuite, ce mandat d'arrêt international qui est délivré contre Vladimir Poutine? Il y a deux façons de réagir. La première, ça serait de prendre au sérieux ce mandat international et de se dire que si on veut inculper Vladimir Poutine sur la question d'avoir recueilli des enfants en Russie et c'est qualifié de déportation alors que ce sont des orphelins de guerre. À ce rythme-là, il y a beaucoup de gens qui vont être inculpés, du côté ukrainien comme du côté russe, pour crimes de guerre. On risque d'avoir une situation comme dans l'ancienne Yougoslavie, où on avait commencé par un tribunal, une cour pénale qui était d'abord anti-serbe, et puis qui a fini par faire venir des accusés de tous les pays. Moi, j'ai tendance malgré tout à penser qu'on était plutôt dans le symbole, c'est-à-dire que le monde occidental se rend compte que, au mieux, il y aura une partie d'échecs sans vainqueur. Peut-être même le monde occidental a-t-il peur de perdre et donc sans qu'il y ait forcément de pression parce qu'on est plutôt dans le pouvoir des juges qu'on connaît bien dans les différents pays transposé à l'échelle internationale ça donne ce que on pourrait presque appeler un populisme des juges donc on est juge international, qu'est-ce qu'on fait? On se paye Poutine. Voilà. Concrètement ça aura peu de conséquences puisqu'il est très improbable que Poutine soit invité prochainement dans un pays occidental et dans tous les autres pays, il est très improbable que le mandat d'arrêt soit exécuté. Donc on a une preuve de plus du fossé qui est en train de se creuser entre l'Occident et le reste du monde. Et j'ajouterai pour finir que je pense qu'il s'agit d'une grosse erreur psychologique parce que cela rend Poutine encore plus populaire et ça a été en plus émis à 2 ou 3 jours de l'anniversaire du déclenchement de la guerre en Irak, du 20e anniversaire de la guerre en Irak et il suffit de regarder les titres de la presse en Asie ou ailleurs qui disent mais comment au fait il n'y avait personne eu de puni pour la guerre en Irak de l'ancien gouvernement Bush par exemple. Donc voilà, j'ai tendance à dire que c'est plus de la gesticulation qu'autre chose. On rappelle que la Cour pénale internationale de La Haye est une émanation très incertaine et sinueuse de la première cour d'arbitrage internationale qui avait été créée en 1910, quelque chose comme ça, 1913. On ne voudra pas, si j'ai plus la date exacte, par la Carnegie International Foundation. Oui, et on rappellera aussi que les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas la juridiction de cette Cour pénale internationale pour leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à juger le monde entier, sauf eux. Raison pour laquelle d'ailleurs, tout le monde sauf pour nous. Raison d'ailleurs pour laquelle les Russes avaient dit que tant que les États-Unis ne reconnaissaient pas l'autorité de la CPI, ils ne la reconnaissaient pas. Donc M. Poutine n'aurait pas dû faire attention à ce mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut penser, puisque justement ça pose la question, tu le dis, du découplage entre les USA, le bloc occidental et la Russie. Qu'est-ce qu'il faut penser des mamours que la Russie est en train de faire à la Chine et à Xi Jinping? Alors, ce qui est très impressionnant, c'est la vitesse à laquelle s'affiche depuis 2-3 mois le rapprochement sino-russe, ou en tout cas la confirmation
que l'entrevue que Poutine et Xi Jinping avaient eue début février 2022, à quelques semaines de la guerre, et on imagine mal que Poutine n'ait pas évoqué l'éventualité de la guerre devant Xi Jinping à l'époque, eh bien, cette grande alliance stratégique, elle se confirme de manière absolue. D'abord, dans certains chiffres, hein, le commerce entre les deux pays en 2022, c'est 190 milliards d'euros, ce qui n'est pas une petite somme, et c'est appelé à grandir. On a eu aussi des soupçons émis par les États-Unis, mais en fait, c'est un secret de polichinelle. La Chine a fourni un certain nombre de composantes pour certaines armes russes. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce que Xi Jinping a dit aujourd'hui, avant l'entretien de 4h30 que les deux chefs d'État ont eu. Il a dit que pour lui, il était important que sa première visite au début de son 3e mandat soit en Russie, et que d'ailleurs il avait fait la même chose au début de son 1er mandat. On peut se rappeler que les présidents français vont systématiquement à Berlin, et bien Xi Jinping, lui, il va à Moscou. Pas se soumettre. Pas se soumettre, non, parce que c'est un partenariat entre égaux, au sens où certainement la Chine est bien supérieure économiquement à la Russie. En revanche, je pense depuis le départ que la Chine est très soulagée que la Russie ait eu le courage d'affronter l'OTAN et les États-Unis. Les Chinois ne l'auraient jamais fait militairement par eux-mêmes. Je fais une parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas beaucoup, sauf à une provocation américaine absolue, mais je ne crois pas beaucoup à un conflit autour de Taïwan, parce que les Chinois n'aiment pas faire la guerre. Est-ce qu'on peut dire que, comme je l'ai lu, je ne sais plus où, que la défaite de Kiev, en tout cas le résultat mitigé de l'attaque russe à Kiev, a, d'une façon ou d'une autre, fait perdre toute illusion sur la possibilité d'une blitzkrieg dans les années à venir, et notamment, est-ce que la situation militaire en Russie laisse penser aux Chinois qu'une blitzkrieg n'est pas possible, notamment à Taïwan? Alors, personnellement, je ne vois pas ce qui s'est passé à Kiev comme une volonté d'attaque et de conquête de la ville au printemps dernier. On en avait parlé plusieurs fois. Je suis beaucoup plus la thèse de Scott Ritter, grand analyste militaire américain, qui dit que c'était une feinte pour fixer une partie des troupes ukrainiennes. Les Russes étaient à 1 contre 3 et pendant ce temps, les Russes ont conquis les régions au nord de la Crimée pour créer un glacier. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, la nature de la guerre menée par la Russie, effectivement, c'est une guerre lente, c'est une guerre qui n'est pas... Alors, je sais bien qu'on parle de guerre de haute intensité, mais la réalité, c'est que si la Russie menait une guerre de haute intensité, ça aurait une toute autre allure. Quels que soient les déluges d'artillerie, même si l'armée russe engage 7 à 8 fois plus d'obus et de munitions que l'armée ukrainienne, il n'empêche qu'elle est loin d'avoir mis le paquet. Le paquet, on l'a vu autour du 8-9 mars, quand un ou plusieurs missiles hypersoniques ont détruit un QG de coordination de l'OTAN et de l'armée ukrainienne qui se trouvait à 130 mètres sous terre à Kiev. Ça c'est de la guerre de haute intensité. Pour le reste, effectivement, les Chinois constatent que la Russie ne se presse pas. Alors, il y a ceux qui disent que c'est intentionnel de la part de la Russie, c'est-à-dire qu'elle préfère épuiser l'armée ukrainienne à petit feu. Je me méfie toujours un petit peu des explications où l'intention coïncide aussi bien avec le résultat. En revanche, je pense qu'effectivement la Russie ne veut pas mener une guerre d'une intensité absolue pour une raison assez simple, c'est qu'elle ne veut pas dégarnir ses fronts. Et il y a des fronts, par exemple en Asie centrale, qui pourraient être dangereux pour elle. Imaginons que le régime géorgien soit renversé, le gouvernement géorgien soit renversé, il y a là un front possible. Imaginons qu'il faille intervenir en Transnistrie, il y a là aussi un front possible. Et donc, sans aucun doute, les Chinois prudents
par héritage et par culture, quand il s'agit de la guerre, n'ont pas envie de lancer une guerre éclair sur Taïwan, même si les jeux de guerre faits par le Pentagone ou d'autres, des instituts américains montrent que les pertes américaines seraient énormes en cas de guerre autour de Taïwan. Mais traditionnellement, la Chine n'a jamais aimé faire la guerre si elle peut arriver par une approche indirecte, par l'étouffement économique de l'adversaire ou par la ruse ou par la diplomatie. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Concrètement, est-ce que est en train de se réaliser le scénario que la diplomatie américaine considérait comme le scénario à éviter, c'est-à-dire une alliance russo-chinoise, sino-russe, contre le bloc occidental? Alors, je crois, et d'ailleurs Xi Jinping y insiste, il insiste sur la stabilité et la volonté de travailler dans la durée, puisqu'il a même fait une allusion aux élections présidentielles russes de l'année prochaine, et le Kremlin s'est empressé de démentir en disant ça ne voulait pas dire que Vladimir Poutine sera un nouveau candidat, mais Xi Jinping a dit ce qu'il souhaitait. Et effectivement, au lieu de s'en tenir au bon vieux principe de Kissinger, qui voulait dès les années 70 que Washington ait toujours une alliance soit avec Moscou contre Pékin, soit avec Pékin contre Moscou, là, dans ce triangle de la puissance mondiale, qui est redevenu un triangle puisque la Russie s'est redressée, eh bien, les Américains se trouvent isolés, et c'est une grosse défaite diplomatique pour les démocrates, pour Biden. Mais après tout, il faut se rappeler que les démocrates ont passé 4 ans à saper les efforts de Trump pour arriver à une entente avec Poutine. Trump était cohérent puisque lui, il voulait isoler Pékin. À suivre dans les prochaines semaines. À suivre dans les prochaines semaines, puisque effectivement, il y a par ailleurs, il faut le préciser, il y a l'offensive de Bakhmut où les taux ne cessent de se resserrer. On dit que les troupes Wagner sont dans la banlieue sud et ont fini la tenaille. Voilà, on y est presque. La dernière route, qui est d'ailleurs une route très boueuse, est quasiment infréquentable pour les troupes, les approvisionnements ukrainiens. Mais il y a aussi Adeyevka, près de Donetsk. Et puis, alors, y aura-t-il une offensive ukrainienne au printemps? On a eu 2 ou 3 attaques assez dures, même si elles étaient limitées en effectif cette semaine, contre Zaporojié. Et on parle aussi d'une tentative d'attaquer à Kherson. Alors, est-ce que c'est que les Ukrainiens ont pris la mesure de leur défaite de Bakhmut, Artyomovsk, et qu'ils décident d'attaquer cette fois-ci plus au sud? À suivre. Personne ne peut le dire pour l'instant. Bon, on redit, puisque vous entendez beaucoup de bruit derrière nous, que nous avons fait le choix par facilité pratique, sinon les agendas sont ingérables, parce que nous travaillons beaucoup. Nous faisons le choix de faire des points volants dans Paris, et puis ça vous permet de visiter des endroits comme ce restaurant turc kurde que je recommande à tout le monde, et qui est très pratique près du métro Strasbourg-Saint-Denis. Et le courrier des stratèges fera d'ailleurs un guide des restaurants bientôt. Nous y travaillons. Nous y travaillons. C'est en cours. Voilà. À bientôt.